Allez, bonjour les amis. Bonjour à tous. Bonjour à tous. J'ai relevé quelques petites réflexions de Pascal la dernière fois sur la vidéo sur laquelle je suis en train de travailler. Pascal parle de la sécurité et on parlait de l'amour, de la vibration d'amour. Pascal qui posait cette question au niveau de la sécurité, qui disait c'est bien l'amour universel, l'amour inconditionnel, l'amour de la présence, mais où est la sécurité là-dedans? Tu disais que les hommes étaient en sécurité à partir du moment où ils établissaient des lois, des règles de vie, et à partir du moment où il y avait une police, il y avait toute une structure sociale. Mais en fait, cette structure sociale, elle est faite pour protéger les hommes contre les hommes. Imaginons maintenant que les êtres humains vivent dans cette présence où l'amour rayonne naturellement, et on n'aurait plus besoin de police, on n'aurait plus besoin d'une quelconque protection. Si tu savais qu'en sortant de chez toi, il suffisait de demander à un voisin pour t'aider parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez toi, et que tu savais que le voisin allait répondre immédiatement et t'aider tout de suite, tu vois, on serait pas dans l'obligation de créer ces règles et ces lois. S'il y avait une véritable solidarité et fraternité. De plus, les sécurités sociales dénaturent les êtres humains. En fait, les êtres humains s'habituent à ne plus répondre et à ne plus être responsifs vis-à-vis d'une aide quelconque, se retranchent un petit peu sur eux-mêmes. Donc, si nous avions véritablement tous pris pleinement conscience de notre nature profonde, ben voilà, on ne pourrait plus faire de mal à une mouche, comme on dit. Voyez? Oui, évidemment, parce que quand on est dans cette autre dimension, tout ce mental auquel on est habitué, les peurs, les attentes, les déceptions, tout ça, ça n'existe plus. Donc on a une relation complètement libre vis-à-vis de ce qu'on appelle les autres. C'est pas du tout la même relation que nous avons quand nous vivons notre propre mental. Quand notre sensibilité et la lumière de conscience vit notre propre mental, on est dans moi et les autres, dans la division. Donc avec la division vient les peurs, les attentes, les frustrations, les instincts. Tout ça, ça n'est plus là du tout quand on est dans l'autre dimension. C'est une relation libre. On parlait de sentiments libres la dernière fois. Là, c'est une relation libre de quoi? Libre du mental traditionnel qu'on connaît tous, qui est basé sur une division, sur les peurs, sur les instincts qui veulent posséder, jouir, etc. Donc, quand notre sensibilité vit cette autre dimension, il y a une prise de conscience que cette partie mentale a disparu, elle n'est plus là. Et c'est une relation libre qu'on a avec les autres, libre du mental et de toutes ces structures que nous vivons quand on est pris par le mental. Donc évidemment, c'est totalement différent, totalement différent. Il apparaît aussi qu'au fur et à mesure que notre conscience s'ouvre à cette autre dimension, à cette autre conscience,
la notion de personne et d'individualité fond véritablement. Cette notion d'être un individu isolé parmi les autres, isolé dans le monde, voyez, tout ça, c'est quelque chose qui s'estompe et qui se désagrège dans notre esprit et dans notre cœur et dans notre sensibilité. Voyez? Donc, évidemment, imaginez maintenant que nous vivions dans un monde fait d'individus qui aient une totale et pleine conscience de tout ça. Ça serait assez extraordinaire, voyez? Il n'y aurait pas du tout ce que l'on voit actuellement et nous serions dans une totale sécurité. Et on peut même dire que la présence, c'est la totale sécurité. Parce que quand notre âme et notre esprit vivent la présence, elle vit le rayonnement de la présence. C'est un rayonnement. Et dans ce rayonnement est intégrée aussi la sécurité. Et puis même, c'est même plus une question de sécurité, ça ne se vit plus dans ces termes-là, parce que tout ça, c'est du mental. C'est du sentiment, ça appartient au mental. Et ça ne s'exprime plus dans ces termes-là. Il y a simplement le rayonnement de la présence, c'est la paix, c'est la joie, c'est le silence mental, c'est la plénitude, c'est de l'empathie pour tout le monde, c'est une relation libre vis-à-vis de tout et de tout le monde. Quand on parle de sécurité, on parle d'insécurité, c'est mental tout ça. Quand on vit la présence, cette notion-là ne veut rien dire, elle n'existe pas, quoi. Ça Oui, n'existe plus. elle n'existe pas, mais néanmoins, nous qui avons vécu dans l'insécurité, comment dire, dans un monde agressif et violent, on apprécie et on définit que lorsqu'on est dans cette présence, on perçoit qu'il n'y a plus d'agressivité, qu'il n'y a plus voyez, et qu'il y a une totale sécurité. Alors c'est vrai que quand on est dans la présence, tout ça ne rentre plus en ligne de compte, mais nous qui venons du bas, nous qui venons d'un monde égocentrique, on fait la différence, voyez, et c'est quelque chose qui saute aux yeux. Mais une fois, évidemment, qu'on est dans la présence, ce genre de question ne vient plus du tout à l'esprit. Oui, parce que tu es dans la présence, tu es dans l'amour, tu es comme dit Jean-Marc, dans l'empathie. Et donc, tous ces domaines d'agressivité, tu les ressens pas. Nous éprouvons Non, bien on les souvent le ressent pas. sentiment que notre vie est une routine, un perpétuel recommencement. Une profonde impression de lourdeur s'installe, notamment celle liée au travail, mais également à la vie de famille et aux habitudes en général. Ce sentiment, c'est nous qui le tissons, mais c'est notre âme qui en souffre et qui exprime naturellement son malaise. Certes, nous répétons nécessairement beaucoup de gestes dans notre vie et sommes en relation de façon quotidienne avec les mêmes personnes. Mais ce sont les répétitions mentales, nos pensées répétées, qui sont bien plus dommageables que les faits physiques eux-mêmes. Chaque pensée émise grave des circuits de mémoire dans notre esprit, dans notre mental, dans notre champ émotionnel, dans notre vital, dans notre cerveau, par la vibration et la nature même de sa substance, positive ou négative. Il n'y a pas de pensée anodine. Nos pensées sont créatrices et génèrent de la matière psychique, de la matière mentale, émotionnelle, et chacune d'elles se surajoute à la précédente. Cela crée des formes, des mondes imaginaires mentaux denses, voire hermétiques. C'est ce que j'appelle le phénomène de sphère. La plupart des êtres humains vivent un phénomène de routine dans leur vie.
On peut se dire, oui, mais c'est normal puisqu'on répète des gestes. Donc, on vit ce sentiment de routine à cause de cette répétition liée à nos gestes et à notre vie, à des actions que l'on répète naturellement. Mais pourrions-nous faire les mêmes choses sans cette dimension mentale, psychique, où on pense sur ce que l'on doit faire et on surajoute un mental sur nos actions physiques? Voyez? Et on fait quelque chose et on pense à ce qu'on doit faire et on surajoute mentalement, en pensée, un champ psychique. Et ce n'est pas véritablement les actions que nous faisons qui alourdissent notre vie. Ce sont les pensées répétées. Alors les pensées répétées, elles peuvent être négatives maintenant. Si on râle sur ce qu'on fait journalièrement, si on commence à penser négativement sur, voilà, je vais encore voir un tel, je vais encore faire ceci, je vais encore... Vous voyez, il y a l'action physique. On va se dire, mais il faut bien la faire, cette action. Oui, il faut la faire. Mais n'est-ce pas ce champ parallèle mental dans lequel on pense qui va alourdir notre vie et qui va faire que nous allons vivre un sentiment de routine? Vous voyez le phénomène? Oui, et presque même, on ne vit pas la vie en fait. Ah, On est toujours dans ces histoires, même si on fait des actions, on pense, comme tu dis, à l'action, mais on l'a fait, mais on pense dessus. Donc on exactement, est ailleurs, on n'est pas, là déjà. tout à fait. Voilà, je parle exactement de ça. On n'est pas dans l'action, on est dans ce que l'on pense de l'action. Et ça, c'est la partie mentale, c'est la dimension mentale. Et c'est cette dimension-là qui crée un poids psychique dans notre vie, voyez, un sentiment de routine. Le fait de ne pas voir ce phénomène va faire que dans notre esprit, nous allons accuser le monde à l'extérieur. Nous allons accuser la société, nous allons accuser les gens avec qui on travaille, avec notre travail lui-même. C'est le monde autour de nous qui va être mis sur le banc des accusés, alors que le phénomène de lourdeur est quelque chose d'intérieur. Ce sont des pensées répétées qui créent un phénomène psychique que l'on porte. C'est très important parce que ça entre en ligne de compte dans nos relations humaines. Vous voyez, entre hommes, femmes, mari, femme, voyez, les enfants, ma vie, ce qu'est ma vie, comment je vis ma vie. Sitôt que l'on va ouvrir les yeux le matin, cette chose va nous tomber dessus parce que c'est nous qui l'avons créé. Ce champ psychique mental, nous l'avons créé et il nous tombe dessus. C'est donc quelque chose dont il faut être conscient et en voir les conséquences après dans notre vie. Voyez? Même dans la vie quotidienne, c'est aussi, comme on a dit, que la routine, même faire les travaux dans la maison, faire le ménage, c'est aussi, c'est parfois, on ne peut pas faire en pleine conscience. Tu fais, c'est comme ça, comme tu te déranges. C'est comme tu te déranges et comme tu ne veux pas, tu ne veux pas faire ce travail-là. Et c'est tout de suite, c'est le mental qui il y a lien et tu ne te sens pas libre. C'est intéressant ce que tu dis, parce que dans les petites choses de tous les C'est comme jours, tu es obligé de faire, c'est vraiment, c'est comme il y a une obligation, ça, tu perds la liberté et tu perds vraiment le moment présent. pourquoi Je pourquoi sais, tu perds la liberté? c'est parce que, c'est par exemple, je ne veux pas, par exemple, faire ce travail-là. Voilà.
C'est comme je n'y peux pas faire, c'est comme il y a un rejet. Pourquoi tu ne veux pas faire ce travail-là? Pas. Ça ne me plaît pas et s'il y a un rejet et tu ne te sens pas libre et puis Et pourquoi ça tu ne te plaît ne te pas? sens pas dans l'instant présent. Pourquoi ça ne te plaît pas? À chaque fois, je cherche comment est-ce que je peux prendre le plaisir de faire le travail. Mais pourquoi ça ne te plaît pas? Et ça aussi, c'est peut-être c'est écrit dans nos mémoires. Il était un enregistrement, quelque chose que je ne sais pas. Mais oui, parce que tu as dans une projection mentale, tu as ce que tu... Oui, c'est peut-être que je voulais faire l'autre chose. Exactement. Je voulais partir Voilà. mais moi j'ai obligé de faire ce travail et il y a comme, vraiment comme une division. Et Je oui. ne peux pas faire ce travail-là et je voulais faire l'autre chose et tu n'es pas libre. Exactement. Voilà comment le mental Oui. crée une division en nous Et entre... excuse-moi, pourquoi tu ne fais pas l'autre chose que tu aimes? Bah, c'est parce que c'est comme c'est la vie quotidienne, il faut faire quand même, il faut faire tout ce qu'il faut faire. Il faut le faire avec plaisir quand tu en as envie. Bah, Si c'est le ménage, tu le fais quand tu en as envie. Hein. Bah, si c'est quand on a Moment- envie, moment- c'est dans au 2 moment où mois, tu as. 3 mois, 4 mois. Ah non, mais Il y a tu pas fais ce belle que la tu aimes, maison. Hein. tu fais ce que tu aimes d'abord, et puis après, tu fais ton ménage. Je ne dis pas de ne pas faire le ménage du tout, hein, c'est pas ça. Hein. Si Philippe nous invite à manger, on va éviter peut-être. C'est, il faut essayer de se faire plaisir d'abord, et puis après de faire les choses moins agréables après. Après, tu es heureuse de faire ton ménage si tu as pris plaisir à faire ce que tu as fait avant. Non. Ah oui. Si tu as envie d'aller au bord de la mer avant de faire ton ménage, il n'y a personne qui t'en prive. Hein. Non, parce que plus on recule l'échéance, et plus c'est terrible, quoi. oui. Même si tu n'as pas fait quelque chose à la maison que tu dois faire et tu es parti à la mer et tu dépasses du temps, mais ça reste toujours, ça reste toujours et c'est dans ta tête. Tu ne peux pas prendre plein de plaisir avec la mer, c'est parce que Quand tu es à la mer, tu penses à ton ménage. Ça, ah oui, je pas fait. Irina, ça, c'est pas vivre dans le moment présent. Hein. Parce que si tu vis dans le moment présent et que tu te fais plaisir, aller par exemple à la mer ou aller jouer au tennis ou je ne sais quoi, tu t'es fait plaisir, ça c'est le moment présent. C'est l'amour de ce que tu as envie de faire. Le ménage, tu rentres, tu le fais. Et tu as fait ton plaisir, et tu es bien, et puis tu as plus enfin, t'as moins de désagréments à faire ton ménage. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Hein. Quand j'ai pas envie de faire quelque chose, je le fais pas. Bah, Bon, après, sauf s'il y a vraiment une obligation. Ma maison, elle est tenue. Voilà. C'est vraiment l'essentiel. Être bien dans sa tête dans ce qu'on fait. Parce que c'est sûr que si tu vas jouer au tennis, par exemple, et que tu penses à ton ménage, Jean-Marc, il va te mettre 6-0, 6-0. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu ne seras pas dans le moment, tu seras dans le futur. Non, je dis que c'est vraiment, c'est comme tu fais le travail que tu n'y plais pas ou tu ne sens pas libre. C'est comme ça que je voulais dire. Il y avait une chose qu'a dit Irina qui est très importante, qui rejoint le départ de la discussion. Lorsqu'elle fait son ménage, si elle n'est pas totalement dans l'action de faire son ménage, sans interférence mentale, sans pensée, alors le ménage se fait librement. On n'a pas besoin de trucs, on n'a pas besoin de... Et dans l'action même, de faire le ménage. Tu es dans l'action, tu le fais, c'est tout. Mais il y a un phénomène dont on a parlé et dont il faut prendre conscience, c'est ce phénomène mental, psychique, qui crée des poids dans notre vie. Ça, c'est exact. Un véritable poids.
Ça peut être présent dans notre travail de tous les jours. Ça peut arriver lorsqu'il y a un événement tragique dans notre vie, que le mental commence à tourner autour de cet événement. C'est ce phénomène dont il faudrait prendre conscience, ce phénomène psychique mental qui crée de véritables égrégores que l'on porte après dans notre vie. Voilà, ça c'est quelque chose qui... Comment se libérer du champ psychique formé par nos sentiments? Comment se libérer de nos sphères mentales? En prenant conscience, en étant simple, abandonné et dans l'éveil face aux sentiments eux-mêmes, en comprenant leur nature et en voyant comment ils évoluent en nous. S'abandonner, c'est accepter totalement le phénomène. C'est alors que nous pouvons observer et porter notre attention librement. Ne pas accepter un sentiment a pour effet de créer une polarité, moi et mon sentiment, celui que je rejette. C'est alors qu'une lutte s'engage entre le sentiment et un moi qui désire se débarrasser du sentiment. Cela crée inévitablement un autre sentiment. Nous ne pouvons sortir et nous dégager des sentiments en créant de nouveaux sentiments. Seule l'observation, le recul de la conscience nous positionne dans un espace en dehors du mental, en dehors de nos sentiments. Oui, on parle de cet éveil, de ce pouvoir que nous avons de prendre conscience. Et on dit dans ce petit paragraphe qu'il n'y a que l'éveil et la lumière de la conscience qui peut véritablement nous dégager de notre problème psychique mental, de nos sentiments. Mais pour cela, il faut être abandonné et être dans l'éveil, bien sûr. Si on n'accepte pas un sentiment, si on tente de le mettre de côté, si on tente de le recouvrir, si on essaye d'y échapper d'une façon ou d'une autre, vous êtes dans une complexité mentale. Je vis un sentiment et je veux échapper à mon sentiment. On n'a pas regardé le sentiment originel et on est dans une recherche de solutionner notre sentiment. Voyez la complexité qui s'installe? Oui, c'est une fuite en fait. C'est une fuite vis-à-vis d'un sentiment, d'une structure mentale qui crée un trouble en nous. Et c'est presque un réflexe animal de fuir ce trouble et donc d'éviter de regarder le sentiment qui est à l'origine d'un trouble de la sensibilité. C'est une fuite. Exactement. Et c'est ce que je disais une fois, au début de nos discussions. Je disais, quand tu veux régler un problème sentimental, il faut l'accepter d'abord. Si tu n'arrives pas à accepter ton émotion, ce qui t'arrive sur les moments, tu ne pourras pas régler un problème. C'est ce que dit Jean-Marc, si tu fuis le problème, tu l'acceptes pas, tu le fuis, tu vas chercher autre chose. C'est pas ça. Il faut d'abord accepter ton problème et après tu vas vers la solution que tu veux avoir. Sinon, tu restes dans ton problème restera, puisque tu l'as pas accepté, il restera en toi. On a des autocenseurs aussi, non? C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on s'autocensure peut-être, je suis ça, non, je ne dois pas être comme ça, je dois être comme ça, et peut-être la société m'a dit aussi, ou ma famille, ou tout le monde m'a dit que il ne faut pas être comme ça. Donc, moi, mon réflexe, c'est pas d'accepter un sentiment, de pouvoir le regarder, c'est de me dire, peut-être je ne suis pas conforme, donc il ne faut pas que je sois comme ça, il faut que je sois plutôt comme ça. C'est possible Oui. aussi que la société
Et enfin, nos antécédents, dirons-nous, que t'ont formaté dans ce domaine-là. Mais moi, je dis, il faut regarder les choses. Tu regardes pas, tu n'arrives pas à t'en sortir, quoi. Et tu as raison, Pascal, et tu as raison, Philippe. Et c'est un véritable réflexe en nous de recouvrir nos problèmes Ah oui. et de chercher une solution à nos problèmes. On n'a pas ce réflexe spirituel d'être en éveil face à un problème, d'être abandonné face à un problème et de mettre de la lumière dans ce problème. On nous a jamais appris ça, voyez. C'est ça Oui, qui est parce que dramatique. quand tu dis abandonner, il faut de la vulnérabilité aussi. Et ça, on n'a pas été programmé pour être vulnérable, pour être vraiment juste en face de la chose complètement. Non? La vulnérabilité, il faut faire attention à ça. C'est une vue de l'esprit, parce qu'on met toujours un moi. Alors on se dit, oui, mais si j'accepte mon problème, je vais être touché par mon problème. Et je vais être vulnérable à ce moment-là. Vous voyez, il y a une notion de centre et de moi qui est touchée. Mais il faut vivre pleinement son problème. C'est-à-dire qu'il faut bien. Maintenant, Bien le regarder. il y a des souffrances qui sont insupportables. Et il est évident qu'à un moment donné, il faut prendre soit des médicaments ou il faut faire quelque chose. Ça, je comprends. Hein, on ne peut pas tout accepter comme ça. Mais dans la plupart des cas, dans la plupart de nos problèmes, on va dire journaliers, il est important de prendre conscience qu'on ne peut se dégager véritablement d'un problème quelconque, psychologique, sentimental, de peur, de tout ce que vous voulez, de frustration, en l'acceptant totalement. Il faut l'accepter pleinement et c'est dans cette acceptation que l'esprit peut porter une attention. L'esprit ne peut pas porter une attention si on recouvre un problème, si on lui met un chapeau. Voyez, et on peut mettre un chapeau à tous nos problèmes, mais vraiment. On peut recouvrir nos problèmes de n'importe quelle façon. Ce qui est rigolo, c'est qu'on retrouve ça aussi dans le corps physique. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais lorsqu'on a une migraine, il y a un réflexe même physique de fermeture, voyez. Mais on sent que le corps se ferme. Il y a un endroit en lui où il y a une disharmonie et il se ferme face à cette disharmonie. Est-ce qu'on peut dire que, enfin, moi j'ai vu ça, car quelques fois je me suis fait mal au tennis, au genou ou à la cheville. Il y a comme si le corps se repliait sur lui-même. Voilà. C'est ça dont tu parles en fait. Oui, tout à fait. De repli sur lui-même comme ça. De repli et comme si on voulait se fermer relativement à l'endroit où on a mal, si tu veux. Voilà, il y a comme une fermeture intérieure. Il y a des moments où la souffrance est telle qu'on ne peut pas faire autrement que de vivre cette fermeture. Mais il y a pas mal de petites souffrances, on va dire, physiques et psychologiques aussi, hein, où l'on pourrait être dans l'abandon face à la souffrance et se détendre, même tout simplement, créer une détente et accepter totalement la souffrance. Et la souffrance, à un moment donné, pourrait partir d'elle-même. Parce que cette fermeture que l'on provoque, elle ne permet pas à la souffrance de s'évacuer. Parce que c'est ça que l'on cherche lorsqu'on a une souffrance, c'est de faire en sorte que l'intensité de la souffrance se dissipe. Voyez, l'intensité diminue. Là, maintenant, on aborde l'aspect spirituel. Notre esprit, voyez, cette attention portée, ces regards que nous portons, ça ne pourra pas se faire. Voyez, si on recouvre le problème, si on essaye d'y échapper, si on essaye de... Voilà. Voyez.
Oui, et ce qu'il faut voir aussi, c'est que le fait de recouvrir un sentiment ou un problème quelconque crée un nouveau problème. Voyez? On ne s'est pas dégagé du problème originel et on surajoute une chose par-dessus qui va créer un autre problème. Et c'est la plupart du temps ce qui se passe chez les êtres humains. Ils créent des problèmes très complexes. D'ailleurs, on le voit dans notre psychologie. On n'a pas compris le moi, on n'a pas compris les instincts, on n'a pas abordé les instincts. Et des choses se surajoutent sur cette ignorance, sur ces phénomènes incompris qu'il y a en nous, sur des forces qu'il y a en nous, des problèmes qu'il y a en nous. Et on tente de solutionner, on tente de recouvrir et on tente d'échapper et on tente, voyez. Et à chaque fois, ce sont des complexités à n'en plus finir. Voyez. En fait, l'impression que j'ai quand tu dis ça, c'est que c'est comme si on avait un point commun à toutes ces réactions de fuite ou ces tentatives d'échapper, on va dire inconscientes ou conscientes, d'échapper à ces sentiments qui apparaissent en nous et qui créent un trouble de la sensibilité. C'est un petit peu comme si on ne voulait pas s'accepter tel que l'on est. On ne voulait pas se voir tel que l'on est. C'est un petit peu comme si il y avait une image de nous, on a une image en soi de nous-mêmes, soit une image qui est souvent née d'un conditionnement familial, social ou personnel. Et ce qui se passe en nous, une réaction, un sentiment, ne correspond pas à cette image, et il y a donc comme un réflexe de fuir cette chose qui ne correspond pas à l'image qu'on a de soi. Donc c'est aussi, on trouve donc aussi ce réflexe on ne s'accepte pas tel que l'on est. C'est un petit peu ça que je vois en point commun à un petit peu tout ce qu'on vient de dire, quoi. Oui, oui, c'est très juste. On ne s'accepte pas tel que l'on est parce que, évidemment, nous avons des images, on a un conditionnement, mais surtout, la cause profonde, c'est qu'on ne sait pas comment se dégager véritablement d'un problème. On ne nous a pas appris qu'il y avait une lumière en nous et que nous avions tous un pouvoir d'éclairer et de nous dégager véritablement d'un problème. Voyez, l'humanité est absolument aveugle et inconsciente des pouvoirs de l'être humain et des pouvoirs de la lumière que nous avons tous au fond de nous. Alors, il y a ces solutions, il y a ces images après lesquelles on court, ça crée des complexités à n'en plus finir. Alors que la chose est si simple. La chose, nous la faisons maintenant. C'est prendre conscience et se servir d'une lumière que nous appelons la conscience. Vous voyez? Et ça, on ne nous l'a jamais appris. On n'a pas appris à un petit enfant qu'il pouvait prendre conscience d'un problème en lui s'il avait mal quelque part ou s'il voulait quelque chose et que le problème résidait en lui. Voyez, on apprend aux petits-enfants, qu'est-ce que tu veux ceci, oui, mais tu ne dois pas l'avoir parce que ceci, parce que cela, mais on ne dit pas aux petits-enfants, mais pourquoi tu veux ceci, pourquoi tu veux cela, voyez, on ne lui apprend pas à se servir de la lumière qu'il a en lui, et c'est grave, c'est très très grave, pour l'humanité tout entière. Ouais, mais il y a aussi une histoire de mémoire. Par exemple, les douleurs s'inscrivent dans la mémoire aussi. Quand tu as mal, par exemple, il disait à sa cheville, que la douleur, bon, tu soignes ta douleur, tu soignes ton pied, et malgré tout, même si tu ressens plus cette douleur, des fois tu as tendance à, par exemple, ne plus t'appuyer dessus correctement, parce que c'est enregistré dans ta mémoire. Et il y a beaucoup de problèmes qui s'enregistrent dans la mémoire. Pourquoi la mémoire est-elle un problème? Parce que nous sommes Parce qu'elle est là. inconscients.
parce que nous sommes inconscients de la mémoire, parce que nous n'avons porté aucun regard sur la mémoire elle-même. Et comme on vient de le dire, cette mémoire est recouverte. Si on a une souffrance dans un passé, si on n'a porté aucun regard sur cette souffrance, si on a cherché à la recouvrir, alors cette mémoire va rester au fond de nous et elle va être un élément qui va m'influencer à un moment donné dans un événement quelconque. Après, on va dire, ah oui, alors on va voir des psychologues. Ils vont nous dire, oui, mais dans votre passé, qu'est-ce que vous avez eu? Ah ben, j'ai vécu telle chose et telle chose. Ah, très bien. Eh ben voilà, c'est ça qui vous influence. Mais est-ce qu'on va mettre de la lumière maintenant? Est-ce qu'on va aller au fond de l'événement et de la souffrance, au fond de cette mémoire, voyez, de ces événements qui font partie de notre mémoire? Est-ce qu'on va aller voir ça? Inconsciemment, les psychologues, ils font ça. Hein. Oui, mais ils ne vont pas au fond des causes. Ils disent, oui, vous avez eu tel événement et c'est tel événement qui influence votre vie maintenant. Bien, on est d'accord. Mais on ne va pas au fond de la cause de la souffrance elle-même. Vous voyez, ils ne vont pas aider les gens à prendre conscience de ce qui était la cause de leur souffrance. Et alors, ça reste quelque chose de très vague, un événement passé, évidemment, où il y a une souffrance et qui influence notre vie maintenant. Voilà pourquoi vous souffrez de telle chose, c'est parce que vous avez eu tel événement dans votre vie. Bien, mais allons au fond de l'événement, allons au fond de la souffrance, allons mettre de la lumière dans cet événement que j'ai vécu il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Voyez, ça reste toujours dans les ténèbres. Disons qu'il y a aussi, je trouve, le fait qu'on nous conditionne à nous identifier à tout ce qui nous traverse. On est conditionné très tôt à être identifié à tous les états d'être qui peuvent, tous les états vécus qui nous traversent. En disant c'est toi, c'est vous, monsieur, tu vois, madame. Il y a cette notion de moi, de dire, sous-entendu, vous êtes responsable, vous devez vous comporter de telle ou telle façon dans la société, et vous êtes responsable, vous êtes bien tout ça, tout ce qui se passe en vous, c'est vous. Tu vois, il y a comme une sorte de matraquage qui se fait petit à petit quand les enfants grandissent, et de partout, dans la famille, les amis, à l'école, les professeurs, entre eux, tout le monde se dit à l'un à l'autre, tu es ceci, tu es cela, tu es ce corps, sans dire ça, mais vous êtes ce corps, vous êtes tout ce qui vous traverse, tous les états vécus, c'est vous, et vous êtes responsable de tout ça. Il y a déjà ce premier aspect qui est très présent, et donc, à un moment donné, nous sommes identifiés justement à tout ce qu'on nous a mis dans la tête et à tous ces états qui nous traversent. Ça fait partie, c'est le résultat aussi du conditionnement global, tu vois, cette identification à tout ça, et à identification au corps, et c'est moi, monsieur, etc., etc., quoi. Donc ça contribue à ne pas avoir cette liberté intérieure vis-à-vis de ces états qui vont surgir en nous. Et puis, il y a une deuxième chose qui m'est venue, c'est quand, au début, la première fois que tu m'as emmené voir Albert, qui était notre guide, la première chose dont il m'a parlé, c'est les instincts. Il a dit, nous avons en nous 3 instincts, un instinct de domination, de possession et de jouissance. Et en moi, ça a eu un écho très fort, cette histoire d'instinct. Parce que finalement, dès le début, ça m'a montré plutôt tel que nous sommes vraiment, c'est-à-dire pas uniquement, mais une grande partie de ce que nous sommes, c'est un corps animal avec des instincts d'animaux. Peut-être que ça va choquer ce que je suis en train de dire, mais quand Albert m'a dit ça, il y a eu comme un recul en moi et une prise de conscience très forte, et j'ai compris pourquoi, de façon inconsciente, hein, c'était pas très clair, mais il y a eu un vrai recul, j'ai compris pourquoi j'avais telle ou telle réaction de possession ou de colère,
et pourquoi les autres aussi avaient ce genre de réaction. Et j'ai compris aussi, de façon inconsciente, je répète, il a fallu un peu de temps pour que ce soit plus clair et conscient, pourquoi le monde était dans le chaos. Parce que soudain, inconsciemment, ce qui avait été compris, c'est que nous avons des instincts d'animaux, des réactions d'animaux. Et donc, cette partie-là, il faut la voir pour ce qu'elle est, parce que c'est une partie, pas la seule chose que nous sommes, mais c'est une partie importante de ce que nous sommes. Et si on prend en compte cette réalité d'avoir un corps animal avec des instincts d'animaux, eh bien, on comprend mieux pourquoi on a telle ou telle réaction et pourquoi les autres ont le même genre de réaction. Enfin, voilà, c'est un petit peu ce qui m'est apparu quand tu as parlé de ça, quoi, tu vois. Oui, oui. Ce réflexe que nous avons de solutionner nos problèmes sont sous influence de notre nature animale, d'une nature animale en nous. Bien. Ce que tu dis là montre que tu as mis de la lumière. Pour pouvoir en parler comme tu en parles maintenant, c'est qu'une lumière a été voir ce qui se passait. Et c'est ce réflexe qu'il faudrait avoir, nous maintenant, êtres humains, si on veut véritablement évoluer, si on veut véritablement passer dans une autre conscience, une autre dimension. C'est avoir ce réflexe de mettre de la lumière. Voilà, vous voyez, c'est cet éveil. Donc, la conscience peut parfaitement créer un recul afin d'observer un sentiment. Nous ne sommes pas pour autant divisés. C'est grâce à ce recul qu'un dégagement s'amorce et que des regards sont portés. La conscience est toujours libre des phénomènes manifestés dans son champ. Elle peut donc s'en retirer à tout instant. La preuve en est que vous pouvez penser à une chose et la seconde d'après, penser à une autre. La conscience peut éclairer ou ne pas éclairer. Faites l'expérience par vous-même et voyez cela en vous. Oui, ce qui est intéressant dans ce petit paragraphe, c'est qu'on a cette capacité de créer un recul, de vivre une chose et de prendre conscience de la chose. Alors, on ne voit pas tout de suite, on ne comprend pas tout de suite, et on ne voit pas tout de suite profondément. Mais ce pouvoir est là. Et ça montre bien que la conscience a une liberté. Cette lumière que l'on appelle la conscience peut se dégager d'un état vécu et prendre conscience de l'état vécu. Voyez ? Ça, c'est un phénomène qui est propre à la conscience. Lorsque le recul de la conscience ne dure qu'une fraction de seconde, nous parlons alors de perception consciente ou inconsciente. Bien souvent, des personnes créent un recul de la conscience, mais comme rien ne semble se passer en apparence, elles pensent que rien ne se passe en réalité. En fait, des perceptions ont bien eu lieu, mais de façon inconsciente. Il suffit de constater les changements, même imperceptibles, qui se produisent dans notre esprit lorsque nous pratiquons l'éveil et le soi-regard pour comprendre le phénomène. Mais le recul de la conscience peut durer plusieurs secondes et peut parfaitement se stabiliser. C'est alors que nous parlons véritablement de regard porté. Plus nous pratiquerons le soi-regard, plus le recul de la conscience nous sera facile et plus le regard intérieur se stabilisera. Nous devons créer nous-mêmes notre regard, notre conscience, notre être spirituel. N'oubliez jamais que la vie a offert à chacun d'entre nous, et cela dès notre naissance, un pouvoir créateur. Il est essentiel que chacun en mesure la portée. Voyez, nous parlons du recul de la conscience,
et du fait que même si on ne perçoit pas tout de suite, si on ne voit pas tout de suite, dans une totale compréhension, la cause d'un problème, la nature d'un problème, il y a des perceptions conscientes. On peut percevoir à un moment donné et dire, tiens, j'ai perçu une force en moi, ou j'ai perçu, ah oui, j'ai projeté quelque chose, par exemple des images, ou j'ai perçu que je parle, ou j'ai perçu une notion de moi, un centre, vous voyez. Là, c'est une perception nette, perception claire. Mais il y a les perceptions inconscientes. Maintenant, je suis face à un phénomène, il s'est passé quelque chose, je prends conscience du phénomène, mais je ne perçois rien. En fait, la lumière, elle, perçoit. Il y a des perceptions. Il se passe quelque chose dans ce recul, même s'il n'y a pas de perception apparemment claire. Porter un regard en soi, c'est aussi créer, en le champ de la conscience, une structure de mémoire nouvelle qui porte en elle la vérité de ce qui a été vu et découvert. C'est grâce à ce support nouveau qu'au fur et à mesure, une grande stabilité et une plus grande profondeur sont apportées à la lucidité et au regard lui-même. Voyez, chaque perception que nous avons d'une chose, elle ne se volatilise pas, elle reste, elle imprime une mémoire en nous, une mémoire spécifique au domaine spirituel. Cet enregistrement d'une perception va nous permettre d'aller beaucoup plus en profondeur la fois d'après. Voyez, une clarté va se faire au fur et à mesure. C'est exactement le même processus du bébé qui ouvre les yeux et ne voit rien. Mais néanmoins, la lumière de conscience est là et des perceptions inconscientes ont lieu. Et ces perceptions inconscientes vont créer des petits circuits de mémoire et vont faire que la fois d'après, ça va être plus clair pour lui. Et il va voir de plus en plus loin et de plus en plus net. C'est-à-dire, il faut être comme un témoin d'abord et regarder. Oui, être comme un témoin et ne pas penser que parce qu'on ne voit rien, il n'y a rien et que rien ne se passe. Ça, c'est une très très grave erreur. Être un témoin et ne rien voir, si c'est la première fois qu'on observe quelque chose, et c'est ce qui s'est passé, Jean-Marc, quand nous allions voir Albert, au début, il nous parlait de l'intérieur, il nous parlait de choses, mais on ne voyait rien. Mais néanmoins, on sentait que c'était là. Au fond de nous, on se disait, ce type-là, il a raison. C'est évident. Il y a des choses qui sont évidentes et c'est là. Mais tout n'était pas clair. Il nous parlait et il était parfaitement conscient qu'on ne voyait pas clairement ce dont il nous parlait. Mais il continuait de nous parler néanmoins. Et le fait que quelqu'un nous parle à l'extérieur dirige notre lumière de conscience, dirige notre attention vers l'intérieur. Et c'est cette lumière dirigée qui va créer une nouvelle conscience, un nouveau champ de conscience, et qui va nous permettre de voir de plus en plus clairement, voyez. Évidemment, si on va voir quelqu'un et on se dit, oui, il fait blabla, blabla et blabla, non, c'est pas du blabla. Si véritablement on suit ce qui est dit de l'extérieur en soi et que l'on porte nos propres regards à l'intérieur, chose que nous n'avons pas l'habitude de faire, là, ça va être une véritable aide, une aide spirituelle véritable. Et c'est une méditation. Porter un regard en soi, c'est aussi créer, en le champ de la conscience, une structure mémorielle nouvelle
qui porte en elle la vérité de ce qui a été vu et découvert. C'est grâce à ce support nouveau qu'au fur et à mesure, une plus grande stabilité et une plus grande profondeur sont apportées à la lucidité et au regard lui-même. Voyez les effets des regards que vous allez porter et de cette lumière. C'est grâce à ces regards portés qu'un champ de conscience va s'établir et que votre regard spirituel, votre propre regard sur vous-même va se stabiliser. Voyez, un sentiment est un état d'être émotionnel, sensible, mental, lié à une personne, à un objet, un événement, avec lesquels nous avons vécu une expérience. Le sentiment est la somme de chaque moment passé, mais il est également la somme de tout ce que nous avons pensé à son sujet. Nos pensées transforment dans un sens ou dans un autre la nature de nos sentiments. Lorsque nous sommes seuls et que nous pensons à une personne, nous pouvons très bien modifier, conforter ou durcir notre sentiment. Voyez le rôle que joue le mental et les pensées sur vos sentiments. Alors, c'est intéressant de voir ça parce que on comprend l'influence du mental et des mots. Ça veut dire pas mal comme ça. Nous éprouvons toujours des sentiments. Ce sera le mot de la fin. Toujours des sentiments. Le Philippe.